De l'économie. Bonjour Vincent. Bonjour Grégoire. On va parler du G20 avec vous dans un instant, Areva, Air France également, mais d'abord les États-Unis en direct chaque après-midi à 15 h avec Grégory Volokhin, le président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Surprise positive du côté de la croissance américaine au dernier trimestre qui était déjà relativement faible, plus 0,7%, c'était la première estimation. On attendait une révision à la baisse, plus 0,4%, c'était le consensus. Et finalement, non, surprise positive puisque la croissance la ressort pour l'instant à plus 1%. Vous allez me demander pourquoi. Oui. Est-ce qu'il y a de bonnes raisons derrière? Il y a deux raisons principalement. Une, c'est que les inventaires ont grandi plus fort que ce qui avait été estimé. Donc ça, c'est un chiffre qui est économiquement positif dans les statistiques. Et l'autre, c'est que les importations ont diminué alors qu'on pensait que les importations augmentaient. Donc ces deux facteurs expliquent la différence entre les 0,7% qui avaient été la première estimation et les 1% qui sont aujourd'hui la deuxième estimation. Attention, il y aura une troisième estimation. La dernière chose à dire, c'est qu'avec ces 1%, on arrive sur un rythme annuel aux États-Unis de 1,9% de croissance du produit national brut. C'est pas encore terrible, mais il suffirait d'une estimation revue à la hausse pour ce trimestre pour toucher les 2% annuels. Bon voilà, et puis on attend, a priori à ce stade, on est encore seulement au milieu du premier trimestre, mais on attend une poursuite, une réaccélération à nouveau de la croissance américaine en début d'année, pour l'instant avec les chiffres qu'on a, Grégory. Oui, absolument. Là, je regardais il y a 10 minutes quelles sont les attentes, par exemple, sur le premier trimestre 2016. Et c'est compris entre 2 et 2,2% de croissance. Donc nettement, disons, on verra que le dernier trimestre 2015 était un petit trou d'air. Pas catastrophique, 1% de croissance, c'est mieux que pas de croissance du tout, avec un redémarrage sur le premier trimestre. D'autant plus, je pense que l'hiver ayant été relativement doux aux États-Unis, vous vous souvenez, l'année dernière, l'excuse pour une très mauvaise statistique sur le produit national brut avait été justement un hiver très rude. Là, ça pourrait être exactement le contraire pour le premier trimestre 2016. Merci beaucoup Grégory. On attend une ouverture des marchés américains en hausse dans moins d'une demi-heure. On voit le dollar qui se raffermit et puis les taux américains là qui se tendent un petit peu. De BFM Business. Allez, on prend la direction de Wall Street à présent, l'Europe qui monte et les marchés américains également positifs en cette fin de semaine. Grégory Volokhin est avec nous en duplex depuis New York, le président de Mescard Financial Services. Rebonjour Grégory. Bonjour Grégory. On se parlait juste avant l'ouverture pour commenter notamment le chiffre de la croissance américaine du premier trimestre. C'est vrai que c'est finalement une bonne surprise. Alors c'est pas un chiffre extraordinaire, plus 1%. Évidemment, l'économie américaine, elle peut faire mieux sur un trimestre. Mais voilà, on partait d'une première prévision de 0,7% de croissance et on attendait une révision encore plus basse. Oui, vous me connaissez, je suis plutôt optimiste de nature, mais les raisons de cette révision à la hausse sont pas forcément des très bonnes raisons et sont pas forcément des raisons d'optimisme. Parce que qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on a dans ces statistiques? Une plus grosse reconstitution d'inventaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ça va soustraire de la croissance sur les prochains quarters et une baisse des importations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les consommateurs américains sont toujours aussi frileux. Mais je dirais surtout, cette forte hausse des inventaires n'est pas un signe trop positif pour l'économie. Et c'est pour ça que vous voyez que le marché, bien qu'il soit en hausse, c'est une hausse qui est vraiment très très faible ce matin aux États-Unis. Oui, plus 0,3, plus 0,5% pour les indices américains. Bon, c'est pas mal quand même parce que c'est vrai qu'on a eu quelques séances où on s'est fait un peu peur à New York, avec souvent des rallyes assez impressionnants, assez spectaculaires dans les dernières heures, voire les dernières minutes de session, Grégory. Absolument. On se fait un peu peur toujours pour les mêmes raisons. On s'est fait peur sur le pétrole. Évidemment, aujourd'hui, le pétrole est nettement en hausse. Je dirais la leçon de la semaine est très intéressante et je dirais c'est Jamie Dimon de JP Morgan qui nous l'a donné parce que en fait, on a eu sous les yeux vraiment le lien entre l'énergie et l'économie et le secteur financier. Quand il a dit ou quand sa banque a dit qu'il devait prendre 500 millions de dollars de charges sur le trimestre à cause de leur exposition à l'énergie. Il ne faut pas oublier que les banques, il y a 2 mois, disaient mais non, vraiment, ça n'a aucune importance, c'est tellement petit notre exposition, etc. Donc là, vraiment, sur la semaine, on a eu ce lien qui a été vraiment validé. Pourquoi les marchés baissent quand le pétrole baisse? C'est à cause du risque pour les banques de devoir prendre plus de provisions et vice-versa.
Bon, en tout cas, là, le pétrole qui se tient quand même un peu mieux en fin de semaine à plus de 34 $ pour le brut léger américain. Ce sera un des événements du week-end. Je crois que c'est ce week-end, hein, la conférence annuelle de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, Grégory. Oui, c'est demain et elle est très attendue. Pourquoi? C'est parce que d'abord, en général, il parle un langage assez franc, assez vrai, et très souvent, il s'éloigne des activités de sa compagnie pour prendre des grands sujets. Alors, vous vous souvenez, il parle de tout, hein, il a un avis sur tout. Il parle un peu de tout. Voilà. Alors, il parlait une fois des dérivés ou des produits dérivés en disant que c'était des armes de destruction massive. On l'attend donc un peu au tournant, et je pense que ça serait intéressant de voir s'il parlait, par exemple, des taux d'intérêt négatifs, qu'est-ce qu'il en pense. Mais autrement, il va parler évidemment de sa compagnie. Sa compagnie, c'est un énorme holding avec de l'assurance, c'est Geico, ça devrait aller à peu près, avec une très grosse exposition maintenant au chemin de fer, Burlington Northern, qu'il avait racheté. Ça ne doit pas aller très bien parce que les chemins de fer transportent beaucoup de charbon et d'énergie. Et puis on peut aussi dire il a un portefeuille d'actions qui, sur les dernières années, ou surtout l'année dernière, a beaucoup sous-performé les indices, puisque ses plus grosses positions sont IBM et American Express, qui ont été parmi les plus mauvaises performances des indices l'année dernière et même encore cette année. Donc il va devoir un peu expliquer pourquoi maintenant son action Berkshire Hathaway sous-performe depuis plus d'une année. Bon. Après, vu le track record qu'il a sur longue période, j'imagine que ses investisseurs, ses clients lui font encore un peu confiance quand même, Grégory, non? Totalement, parce qu'on connaît l'investisseur qui avait acheté une action Berkshire Hathaway dans les années 50 pour 1 000 $ et maintenant sa fortune est de 50 millions de $. Donc non, on remet jamais en cause le succès de la compagnie, mais on a envie d'avoir un peu ses commentaires sur aussi bien ses performances que sur des sous-performances éventuelles. Bon, et sans doute, hein, le connaissant, il s'expliquera de manière assez transparente et sans langue de bois à l'occasion de cette conférence annuelle. Donc c'est demain pour Berkshire Hathaway. Et puis on suit avec vous le feuilleton du moment, hein, le bras de fer entre Apple et les autorités américaines, le FBI, la justice, le département de la justice. Où est-ce qu'on en est là, Grégory? Donc hier, Apple a répondu au juge qui lui avait donné l'ordre de débloquer le téléphone dans le cas du terroriste de San Bernardino. Non seulement ils ont répondu au juge, mais ils s'assurent maintenant d'avoir derrière eux toutes les grandes compagnies technologiques, que ce soit Microsoft, Google, Facebook, Yahoo. Donc vraiment là un appui important. On attendra maintenant la prochaine date, c'est le 22 mars en fait que le juge doit donner son avis. Si le juge se met du côté de Apple, tout s'arrête, mais ça serait très étonnant. Et si le juge continue à donner son avis que Apple doit ouvrir au FBI ce téléphone, on peut attendre que Apple aille jusqu'à la Cour suprême. Ah oui. Mais surtout, il y a beaucoup de gens qui demandent à Apple que Apple soit entendu comme témoin devant les représentants, parce que en fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus qu'un cas judiciaire, c'est vraiment un cas à la fois philosophique, de liberté individuelle, et c'est un cas qui pourra beaucoup influencer l'avenir de la technologie. Donc, il ne faudrait pas que ça soit juste décidé par un juge, ça serait beaucoup mieux que ça soit décidé en fait par les parlementaires. Mais c'est sûr que c'est un dossier qui fera référence, surtout s'il en vient à en être jugé par la Cour suprême. Je ne sais pas si Apple a un soutien populaire d'ailleurs, Grégory, mais en tout cas, il a le soutien de ses confrères de la Silicon Valley et du secteur technologique, hein. Oui, c'est ça qui est assez curieux en fait ce que vous dites, parce que c'est vrai, même actuellement il y a plus de gens qui pensent que le FBI a raison dans ce cas-là que de gens qui pensent que Apple doit absolument préserver l'intégrité de l'accès à ces téléphones. Pourquoi? C'est parce que vous savez qu'il y a toujours encore cette grande psychose du terrorisme aux États-Unis, et je vous dirais, il faut avoir les pieds sur terre. Le terrorisme aux États-Unis, évidemment qu'il y a eu quelques cas, mais c'est pas grand-chose comparé à ce qui s'est passé récemment, malheureusement, en France ou en Turquie. Hein. Il y a évidemment beaucoup d'activités je dirais, de criminels isolés qui tirent dans la foule au cinéma ou dans des écoles, et c'est abominable. Mais c'est pas du terrorisme avec des mouvements qui sont implantés vraiment aux États-Unis. Mais par contre, on le voit même dans cette campagne électorale, les Américains ont vraiment très peur de ce terrorisme. Bon, bah tiens, justement, un mot de la campagne. Là, côté républicain, on voit un Marco Rubio là qui est en train de durcir encore un peu plus le ton vis-à-vis de Donald Trump.
Oui, alors on en était à deux doigts de l'insulte. Ça devient très très personnel. Hein. Vous imaginez que c'est des débats, et le débat d'hier, hein, avec les candidats à l'élection présidentielle. Et Rubio, par exemple, disait à Trump, mais vous parlez de faire un mur pour empêcher les émigrés de rentrer, mais comme homme d'affaires, dans vos hôtels ou sur vos chantiers, vous avez engagé des émigrés au lieu d'avoir engagé des Américains. Et puis il lui dit, mais Monsieur Trump, vous êtes un milliardaire, est-ce que vous allez publier votre feuille d'impôt? Trump répond non, parce qu'en ce moment il y a une audition. On lui dit, ah mais vous avez quelque chose à cacher? Il dit non, j'ai une audition chaque année. Donc on n'a pratiquement pas parlé de politique pendant ce débat. Tout était centré autour de la personnalité de Donald Trump, et surtout les deux candidats essayent vraiment de le détruire, parce que le Super Tuesday, qui est mardi prochain, s'il confirme l'ascendance de Trump, verra peut-être ces deux candidats face à de très grosses difficultés pour avoir la majorité des électeurs choisis pendant cette pré-campagne. C'est primaire, oui, effectivement. Bon, si on revient au pur business, Grégory, là, juste deux informations encore. Là, on pensait que le patron d'United Technologies avait clairement enterré l'idée d'un rapprochement avec Honeywell. Il avait expliqué que réglementairement parlant, c'était pas possible, c'était infaisable. Du côté de chez Honeywell, ils semblent vouloir s'accrocher quand même là. Oui, ils sont arrivés avec une OPA ce matin, avec une offre publique d'achat à $108, avec des détails. Ça comprend du cash, ça comprend des actions Honeywell. Ils ont fait une très très jolie présentation avec des beaux graphiques que j'ai regardés ce matin. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'en gros, la fusion amènerait 3,5 milliards de synergies. Et ils disent aussi qu'en fait, cette action UTX, United Technologies, qui est aux alentours de 98 aujourd'hui, si on compte la prime que paye Honeywell, plus les synergies, plus l'augmentation des multiples, vaudrait jusqu'à $135. Donc il montre que ça serait une opération créatrice de valeur pour les actionnaires. Une chose qui était totalement absente de la présentation que je regardais, c'est justement parler des autorités antitrust. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, tout est toujours possible. Ces compagnies peuvent vraiment procéder à des cessions d'actifs. C'est ça, voilà. Tout dépend du périmètre qu'on conserve, quoi. Absolument. Intégral Bourse, replay. Ouais, les États-Unis, pas mal de choses aujourd'hui, et notamment cette révision à la hausse de la croissance pour le quatrième trimestre qui passe de plus 0,1% en première estimation à plus 1% en deuxième estimation. On en parlait tout à l'heure avec Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services à New York. Vous me connaissez, je suis plutôt optimiste de nature, mais les raisons de cette révision à la hausse sont pas forcément des très bonnes raisons et sont pas forcément des raisons d'optimisme. Parce que qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on a dans ces statistiques? Une plus grosse reconstitution d'inventaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ça va soustraire de la croissance sur les prochains quarters, et une baisse des importations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les consommateurs américains sont toujours aussi frileux. Mais je dirais surtout, cette forte hausse des inventaires n'est pas un signe trop positif pour l'économie, et c'est pour ça que vous voyez que le marché, bien qu'il soit en hausse, c'est une hausse qui est vraiment très très faible ce matin aux États-Unis. Oui, plus 0,3, plus 0,5% pour les indices américains. Bon, c'est pas mal quand même, parce que c'est vrai qu'on a eu quelques séances où on s'est fait un peu peur à New York, avec souvent des rallyes assez impressionnants, assez spectaculaires dans les dernières heures, voire les dernières minutes de session, hein, Grégory. Absolument. On se fait un peu peur toujours pour les mêmes raisons. On s'est fait peur sur le pétrole. Évidemment, aujourd'hui, le pétrole est nettement en hausse. Je dirais la leçon de la semaine est très intéressante, et je dirais c'est Jamie Dimon de JP Morgan qui nous l'a donné, parce que en fait, on a eu sous les yeux vraiment le lien entre l'énergie et l'économie et le secteur financier. Quand il a dit, ou quand sa banque a dit qu'il devait prendre 500 millions de dollars de charges sur le trimestre à cause de leur exposition à l'énergie, il ne faut pas oublier que les banques, il y a 2 mois, disaient mais non, vraiment, ça n'a aucune importance, c'est tellement petit notre exposition, etc. Donc là, vraiment, sur la semaine, on a eu ce lien qui a été vraiment validé. Pourquoi les marchés baissent quand le pétrole baisse? C'est à cause du risque pour les banques de devoir prendre plus de provisions et vice-versa. Bon, en tout cas, là, le pétrole qui se tient quand même un peu mieux en fin de semaine à plus de $34 pour le brut léger américain. Ce sera un des événements du week-end. Je crois que c'est ce week-end, hein, la conférence annuelle de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, Grégory. Oui, c'est demain.
et elle est très attendue. Pourquoi? C'est parce que d'abord, en général, il parle un langage assez franc, assez vrai, et très souvent, il s'éloigne des activités de sa compagnie pour prendre des grands sujets. Alors, vous vous souvenez, il parle de tout, hein, il a un avis sur tout. Il parle un peu de tout. Voilà. Alors, il parlait une fois des dérivés ou des produits dérivés en disant que c'était des armes de destruction massive. On l'attend donc un peu au tournant, et je pense que ça serait intéressant de voir s'il parlait, par exemple, des taux d'intérêt négatifs, qu'est-ce qu'il en pense. Mais autrement, il va parler évidemment de sa compagnie. Sa compagnie, c'est un énorme holding avec de l'assurance, c'est Geico, ça devrait aller à peu près, avec une très grosse exposition maintenant au chemin de fer, Burlington Northern, qu'il avait racheté. Ça ne doit pas aller très bien parce que les chemins de fer transportent beaucoup de charbon et d'énergie. Et puis on peut aussi dire il a un portefeuille d'actions qui, sur les dernières années, ou surtout l'année dernière, a beaucoup sous-performé les indices, puisque ses plus grosses positions sont IBM et American Express, qui ont été parmi les plus mauvaises performances des indices l'année dernière et même encore cette année. Donc il va devoir un peu expliquer pourquoi maintenant son action Berkshire Hathaway sous-performe depuis plus d'une année. Bon. Après, vu le track record qu'il a sur longue période, j'imagine que ses investisseurs, ses clients lui font encore un peu confiance quand même, Grégory, non? Totalement, parce qu'on connaît l'investisseur qui avait acheté une action Berkshire Hathaway dans les années 50 pour $1000 et maintenant sa fortune est de 50 millions de dollars. Donc non, on remet jamais en cause le succès de la compagnie, mais on a envie d'avoir un peu ses commentaires sur aussi bien ses performances que sur des sous-performances éventuelles. Bon, et sans doute, le connaissant, il s'expliquera de manière assez transparente et sans langue de bois à l'occasion de cette conférence annuelle. Donc c'est demain pour Berkshire Hathaway. Et puis on suit avec vous le feuilleton du moment, le bras de fer entre Apple et les autorités américaines, le FBI, la justice, le département de la justice. Où est-ce qu'on en est là, Grégory? Donc hier, Apple a répondu au juge qu'il lui avait donné l'ordre de débloquer le téléphone dans le cas du terroriste de San Bernardino. Non seulement ils ont répondu au juge, mais ils s'assurent maintenant d'avoir derrière eux toutes les grandes compagnies technologiques, que ce soit Microsoft, Google, Facebook, Yahoo. Donc vraiment là un appui important. On attendra maintenant la prochaine date, c'est le 22 mars en fait que le juge doit donner son avis. Si le juge se met du côté de Apple, tout s'arrête, mais ça serait très étonnant. Et si le juge continue à donner son avis que Apple doit ouvrir au FBI ce téléphone, on peut attendre que Apple aille jusqu'à la Cour suprême. Ah oui. Mais surtout, il y a beaucoup de gens qui demandent à Apple que Apple soit entendu comme témoin devant les représentants, parce que en fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus qu'un cas judiciaire, c'est vraiment un cas à la fois philosophique, de liberté individuelle, et c'est un cas qui pourra beaucoup influencer l'avenir de la technologie. Donc, il ne faudrait pas que ça soit juste décidé par un juge, ça serait beaucoup mieux que ça soit décidé en fait par les parlementaires. Mais c'est sûr que c'est un dossier qui fera référence, surtout s'il en vient à en être jugé par la Cour suprême. Je ne sais pas si Apple a un soutien populaire d'ailleurs, Grégory, mais en tout cas, il a le soutien de ses confrères de la Silicon Valley et du secteur technologique. Oui, c'est ça qui est assez curieux en fait ce que vous dites, parce que c'est vrai, même actuellement il y a plus de gens qui pensent que le FBI a raison dans ce cas-là que de gens qui pensent que Apple doit absolument préserver l'intégrité de l'accès à ces téléphones. Pourquoi? C'est parce que vous savez qu'il y a toujours encore cette grande psychose du terrorisme aux États-Unis, et je vous dirais il faut avoir les pieds sur terre. Le terrorisme aux États-Unis, évidemment qu'il y a eu quelques cas, mais c'est pas grand-chose comparé à ce qui s'est passé récemment, malheureusement, en France ou en Turquie. Il y a évidemment beaucoup d'activités je dirais, de criminels isolés qui tirent dans la foule au cinéma ou dans des écoles, et c'est abominable. Mais c'est pas du terrorisme avec des mouvements qui sont implantés vraiment aux États-Unis. Mais par contre, on le voit même dans cette campagne électorale, les Américains ont vraiment très peur de ce terrorisme. Bon, bah tiens, justement, un mot de la campagne. Là, côté républicain, on voit un Marco Rubio là qui est en train de durcir encore un peu plus le ton vis-à-vis de Donald Trump.
Oui, alors on en était à deux doigts de l'insulte. Ça devient très très personnel. Hein. Vous imaginez que c'est des débats, et le débat d'hier, hein, avec les candidats à l'élection présidentielle. Et Rubio, par exemple, disait à Trump, mais vous parlez de faire un mur pour empêcher les émigrés de rentrer, mais comme homme d'affaires, dans vos hôtels ou sur vos chantiers, vous avez engagé des émigrés au lieu d'avoir engagé des Américains. Et puis il lui dit, mais Monsieur Trump, vous êtes un milliardaire, est-ce que vous allez publier votre feuille d'impôt? Trump répond non, parce qu'en ce moment il y a une audition. On lui dit, ah mais vous avez quelque chose à cacher? Il dit non, j'ai une audition chaque année. Donc on n'a pratiquement pas parlé de politique pendant ce débat. Tout était centré autour de la personnalité de Donald Trump, et surtout les deux candidats essayent vraiment de le détruire, parce que le Super Tuesday, qui est mardi prochain, s'il confirme l'ascendance de Trump, verra peut-être ces deux candidats face à de très grosses difficultés pour avoir la majorité des électeurs choisis pendant cette pré-campagne. Grégory Volokin qui était avec nous tout à l'heure, président de Mescard Financial Services à New York, les marchés américains qui restent bien